Une fois mort, le corps est descendu de la croix, enveloppé dans un linceul et déposé dans un tombeau emprunté. Au contact du corps de Jésus, le linceul se transforme et y laisse une marque indélébile. En 2015, dans un laboratoire de génétique ultra propre de l'Université de Padoue, le professeur Gianni Barcaccia et son équipe ont fait une découverte inattendue. Un code ADN secret dissimulé dans le suaire de Turin. Le tissu qui, selon des millions de personnes, a enveloppé le corps de Jésus-Christ après la crucifixion. Pendant des siècles, le débat a été simple. Soit le suaire était un faux médiéval, soit il était authentique. L'ADN était censé trancher. Un test ADN européen signifiait faux. L'ADN du Moyen-Orient était synonyme d'authenticité. Mais lorsque les ordinateurs de Barcaccia eurent fini de décoder des millions de séquences nucléotidiques et que la carte génétique finale s'afficha à l'écran, son équipe resta figée, muette. Car le code secret ne désignait ni une personne, ni un pays, ni un continent. Elle pointait partout. L'ADN recensé sur ce tissu a révélé un parcours si vaste et précis qu'il était impossible qu'il ait été implanté intentionnellement, falsifié ou expliqué par aucune théorie jamais proposée. Voici ce qu'ils ont découvert. Le visage que personne n'était censé voir. Pour comprendre pourquoi cet ADN a bouleversé toutes les théories existantes, il faut remonter à la nuit où le suaire a révélé ce qu'il dissimulait. Le 28 mai 1898, Turin, Italie. Secondo Pia, avocat et photographe amateur, obtint du roi Humbert Ier l'autorisation exceptionnelle de photographier la relique lors d'une exposition publique. La photographie était alors un métier exténuant, lente, technique, impitoyable. Pia a hissé un appareil photo presque aussi gros qu'une valise sur un échafaudage à l'intérieur de la cathédrale, utilisant des flashs au magnésium pour éclairer l'intérieur obscur. Il a exposé 2 grandes plaques de verre. Tard dans la nuit, seul dans sa chambre noire, éclairé seulement par la faible lueur d'une lampe de sécurité rouge, Pia plongea une plaque dans les produits de développement. Tandis que l'image apparaissait, ses mains se mirent à trembler. Il faillit laisser tomber la plaque de verre. Ce qui se formait sous ses yeux n'aurait pas dû exister. Sur le négatif photographique, là où la lumière aurait dû se fondre dans l'obscurité, et inversement, un visage net et contrasté apparut. Des yeux profonds, doucement clos, un nez cassé, une moustache et une barbe fourchue. Une ecchymose sur la joue droite. Pour la première fois de l'histoire, la silhouette dissimulée sous le linceul n'était plus une ombre indistincte. C'était manifestement un homme. Calme, digne. Pourtant, ce lieu fut marqué par d'extrêmes souffrances. Or, voilà le problème. Il y a urgence à transférer le corps de Jésus du lieu d'exécution au lieu de sépulture. Toute image normale se comporte de manière prévisible lorsqu'elle est inversée. La lumière devient sombre et l'obscurité devient claire. Et le résultat paraît déformé, artificiel. Mais le linceul a enfreint toutes les règles. Photographiée en négatif, elle apparaissait comme une véritable photographie d'un être humain. Ce que l'œil nu perçoit sur le tissu est déjà un négatif. Qui, au Moyen Âge, comprenait la photographie 800 ans avant l'invention de l'appareil photo? Qui pouvait créer une image négative parfaite sans aucun moyen de voir, de tester ou de confirmer le résultat? Personne. L'œil humain ne peut percevoir le monde en négatif, et encore moins le reproduire avec une maîtrise précise de la lumière et de l'ombre. Ni l'artiste ni le scientifique ne le peuvent. Aucun érudit vivant à cette époque ne possédait les connaissances nécessaires pour concevoir une telle chose, et encore moins pour la réaliser parfaitement sur un morceau de lin. Ce fut la première brèche dans le mur du scepticisme. Le suaire ne se comportait pas comme un tableau.
Il se comportait comme une plaque photographique, capturant un instant précis. Et cette prise de conscience provoqua un véritable séisme dans toutes les disciplines qui, par la suite, allaient étudier ce tissu. Si cela vous intrigue déjà, abonnez-vous, car l'ADN ne représentait que la moitié du secret. L'autre moitié est quelque chose que personne n'avait vu venir. Mais cette photo, ce n'était qu'un avant-goût. La véritable bombe se cachait sous la poussière, et lorsqu'ils l'ont enfin décryptée, même les sceptiques sont restés muets. L'ADN qui ne devrait pas exister. Au XXIe siècle, les spéculations ont finalement cédé la place à une réalité bien plus incontestable. La génétique. La physique des hautes énergies. Spectroscopie. Analyse moléculaire médico-légale. Les scientifiques ont cessé de traiter le suaire comme une relique sacrée et ont commencé à le traiter comme une scène de crime. Un véritable coffre-fort de données biologiques, préservant discrètement 2 ans d'histoire. En 2015, l'équipe de généticiens et de biologistes du professeur Barkatch a bénéficié d'un accès sans précédent à ce trésor. Leur objectif n'était pas de découvrir l'ADN de Dieu. La science n'a aucun modèle de ce à quoi une telle trace devrait ressembler. Ils voulaient reconstituer l'histoire du tissu lui-même, son parcours. Qui l'avait touché? Quelle main l'avait tenu à travers les siècles? Cela laisse planer le doute quant à la possibilité, tout à fait réelle, qu'il s'agisse d'un tissu du 1er siècle. À l'aide de dispositifs de micro-aspiration stériles équipés de filtres ultra fins, ils ont prélevé des poussières microscopiques, du pollen et des fragments organiques enfouis profondément entre les fils de chaînes et de trames. Des espaces où des matériaux anciens peuvent rester scellés pendant des milliers d'années. Et le plus étonnant, ils se concentrent spécifiquement sur l'ADN mitochondrial, et ce, pour une raison essentielle. Contrairement à l'ADN nucléaire, l'ADN mitochondrial existe en centaines de copies par cellule. Il est transmis exclusivement par la lignée maternelle, et elle se conserve bien plus longtemps dans les matériaux anciens. C'est en quelque sorte un GPS biologique. Un marqueur puissant et fiable de l'origine géographique, des mouvements de population et des migrations humaines. Si des informations génétiques avaient survécu à travers 2 millénaires au sein de ces fibres, c'était cette méthode qui permettrait de les retrouver. Pendant des semaines, des ordinateurs ont fonctionné sans relâche, décodant des millions de séquences nucléotidiques et les comparant à des bases de données génomiques mondiales représentant des populations du monde entier. Puis, les cartes finales sont apparues à l'écran. Haplogroups, Lignée ancestrale, Origines geographicus. Le laboratoire se tut. Personne ne parla. L'équipe de Barsac contemplait des données qui contredisaient toutes leurs prédictions. Il ne s'agissait pas de la signature génétique d'un seul individu. C'était quelque chose de bien plus complexe, quelque chose que personne n'avait anticipé. Les résultats, publiés dans la prestigieuse revue Scientific Reports, ont fait l'effet d'une bombe dans la communauté scientifique. Voici ce à quoi on s'attendait. Si le suaire était un faux médiéval créé en France, l'ADN européen aurait dû y être largement prédominant. S'il s'agissait d'une authentique relique de Jérusalem, l'ADN du Moyen-Orient aurait dû y être prédominant. Or, ce ne fut pas le cas. Premier résultat, le Moyen-Orient. Les haplogroupes généralement associés aux Druzes, une communauté soudée et historiquement isolée d'Israël, de Jordanie, du Liban et de Syrie, dont le patrimoine génétique a très peu évolué depuis des millénaires, constituent à eux seuls un élément significatif. Un puissant marqueur d'origine géographique, apportant une preuve solide d'un lien direct avec le Moyen-Orient remontant à plusieurs siècles. Mais ensuite vint le deuxième coup dur. L'Europe occidentale. Les haplogroupes U5b et H, 1AH, 3, conformément à des siècles de manipulation en Europe. Pauvre sœur Claire qui l'ont réparé. La maison de Savoie qui en était propriétaire. D'innombrables pèlerins l'ont vénéré au fil des siècles.
D'accord, ça se tient. On pourrait expliquer ça. Mais voilà où ça devient intéressant. Troisième étape. L'Afrique du Nord et de l'Est. L'aplogroupe L3, indiquant une origine égyptienne et éthiopienne. C'était inattendu et absolument fascinant. Cela laissait supposer un contact direct avec certaines des premières communautés chrétiennes du continent africain. L'atmosphère changea. Quatrième frappe. L'Asie du Sud. Haplogroupe M39, M56 et R8. Marqueurs génétiques typiques du sous-continent indien. Les membres de l'équipe se dévisagèrent alors. Puis, le cinquième coup dur est arrivé. Celui que personne n'a pu comprendre. L'Asie de l'Est. Haplogroupe D, 4 et G2A. Fréquemment associés à la Chine et à l'Inde. Afrique, Europe, Moyen-Orient. Tout était codé dans un unique tissu ancien. Imaginez un instant. Mais comment? Et si ce n'est pas un faussaire qui l'a fait, qui? La réponse se cachait dans une racine ancienne que la plupart des érudits avaient déjà reléguée au rang de mythe. Un monde inscrit sur du tissu. Or, réfléchissez bien. Aucun artisan médiéval travaillant dans une abbaye française vers 1350 n'aurait pu collecter du matériel génétique en provenance de Chine, d'Inde et d'Afrique de l'Est. Si vous vous en prenez à nous, si vous vous en prenez à l'Empire romain, voilà ce qui vous arrivera. Vous mourrez, et vous mourrez dans d'atroces souffrances, publiquement. La mondialisation n'existait pas. Les voyages au long cours existaient, mais pas à une échelle suffisamment vaste pour laisser des traces génétiques aussi importantes sur un seul morceau de tissu. De plus, une telle personne n'aurait pas pu intentionnellement y déposer ses traces de manière à tromper les généticiens. Des scientifiques, 600 ans plus tard. L'ADN retrouvé sur le suaire n'est pas une contamination aléatoire. Il s'agit d'une mémoire biologique collective. Mais voilà ce qu'il en est. Lorsque Barchatia a cartographié les données géographiquement, le mystère s'est encore épaissi. La répartition des marqueurs génétiques correspondait avec une précision remarquable à la voie mendélienne. Les érudits spécialistes de cette voie avaient depuis longtemps rejeté sa légende. D'après d'anciennes sources byzantines, syriennes et arabes, le suaire était plié de manière à ne laisser apparaître que le visage, une forme appelée tétradiplon, et exposé dans un cadre spécial. Cette relique n'est pas restée en un seul lieu et son histoire ne commence certainement pas en Europe. Son périple a débuté à Jérusalem. De là, le suaire fut transféré à Édesse au IIe siècle, où il demeura caché à l'intérieur des remparts de la ville pendant des siècles. Et c'est là que l'histoire devient fascinante. Édesse se trouvait, à l'un des carrefours, les plus importantes du monde antique, la route de la soie, où s'affairaient des caravanes venues de Chine chargées de soie, des marchands indiens transportant des épices, des diplomates persans, des commerçants arabes et des pèlerins venus des 4 coins du monde connus. Et beaucoup vinrent vénérer l'image censée protéger Édesse. Ils se tinrent près d'elle. Ils baisèrent son enveloppe. Ils touchèrent le tissu. Et à chaque contact, des traces microscopiques, des cellules de peau, des fragments de cheveux, des gouttelettes de sueur se déposaient sur l'étoffe. Couche après couche, siècle après siècle, l'ADN du monde antique tout entier s'accumulant à sa surface comme une poussière invisible. Le voyage ne s'arrêta pas là. D'Édesse à Constantinople, en 944, la plus grande mégapole du monde antique, où convergeaient des peuples de toutes races et cultures. Puis, en 1204, lors de la 4e croisade, la ville fut violemment pillée. Le suaire disparut. Elle réapparut à Athènes vers 1205, passa entre les mains de chevaliers français et finit par arriver en France vers 1353, en possession du chevalier Geoffroy de Charny.
C'est là que les preuves génétiques portent un coup fatal à la théorie du faux médiéval. L'ADN présent sur le suaire n'est pas un bruit aléatoire. C'est une empreinte géographique qu'aucun faussaire n'aurait pu fabriquer. De la poussière de sandales, de robes et de mains, laissée par d'innombrables personnes qui se sont tenues devant ce visage au fil des siècles. Une trace biologique témoignant de 2 ans de contact humain. Une chose de cette nature était tout simplement inconcevable au Moyen Âge, voire même au 1er siècle. Mais la génétique ne représentait que la moitié du code secret. L'autre moitié était inscrite dans les plantes. Et tout indiquait une scène de crime. Du pollen, du sang et une couronne d'épines. Le professeur Avinoam Danin, botaniste israélien renommé de l'Université hébraïque de Jérusalem, et le scientifique légiste suisse Max Frey ont examiné indépendamment des grains de pollen piégés au cœur des fibres de lin. Lorsque Danin a vu les résultats complets, il a compris l'ampleur des implications. 58 espèces végétales différentes ont été identifiées, cataloguées et cartographiées. Parmi elles, 17 sont originaires d'Europe, ce qui était prévisible compte tenu des siècles de manipulation par les Européens. Mais la majorité venait d'ailleurs. Du Moyen-Orient, de Turquie, de la steppe anatolienne, suivant parfaitement l'ancienne route passant par Édesse et Constantinople. Et tenez-vous bien, des scientifiques ont identifié des plantes qui ne poussent nulle part ailleurs sur Terre, seulement dans un étroit corridor entre Jérusalem et Jéricho. Une espèce dominait, Gundelia tournifordii, un chardon épineux du désert. Son pollen représentait près de la moitié de tous les échantillons, fortement concentrés autour de la tête et des épaules. Réfléchissez-y un instant. Pourquoi du pollen d'épines aurait-il imprégné un linceul? La couronne d'épines. Gundelia tournifordii, avec ses longues épines acérées, est précisément la plante que les soldats romains auraient pu tordre pour en faire une fausse couronne. Elle fleurit près de Jérusalem au début du printemps, précisément pendant la Pâque. Un second indice botanique provient de Zygophyllum dumosum, une plante endémique d'une région très restreinte, ne poussant que dans le désert de Judée et certaines parties de la péninsule du Sinaï. Son pollen a également été retrouvé en quantité significative. Voici l'explication. Aucun faussaire médiéval travaillant en France n'aurait pu se procurer du pollen de plantes originaires exclusivement d'Israël, et encore moins l'appliquer de manière invisible, à l'échelle microscopique, sur un morceau de tissu. Un faussaire aurait utilisé de la peinture. Le pollen ne peut être peint. Il agit comme un sceau invisible sur une scène de crime. Une empreinte géographique impossible à falsifier. Et le sang? Le sang racontait sa propre histoire brutale. Pendant des années, les sceptiques ont soutenu que les taches rougeâtres n'étaient rien d'autre que des pigments. Ocre, cinabre ou tempéra mélangé à de la gélatine. Cette affirmation s'est effondrée en 2017. Une équipe dirigée par le professeur Giulio Fanti de l'Université de Padoue, en collaboration avec des médecins d'un hôpital de Trieste, a examiné les taches à l'aide de la microscopie électronique à transmission et de la spectroscopie Raman. À l'échelle nanométrique, ils n'ont observé ni pigments, ni sang humain. Le groupe sanguin AB est l'un des plus rares au monde. On le retrouve à plusieurs reprises sur d'anciennes reliques chrétiennes, notamment le suaire d'Oviedo, un tissu qui, selon la tradition, recouvrait le visage du Christ lors de sa mise au tombeau. Mais voici ce qui les a interpellés. Il ne s'agissait pas du sang d'une personne en bonne santé. Les scientifiques y ont détecté des nanoparticules de créatinine et de ferritine liées à l'hémoglobine. De telles concentrations extrêmes ne se produisent que dans des conditions spécifiques. Un traumatisme mortel catastrophique, une torture prolongée associée à une déshydratation et à une destruction musculaire massive. L'agonie de Jésus dure environ 6 heures. Une fois mort,
Son corps est descendu de la croix et enveloppé dans un linceul. Lors de lésions musculaires répétées, un processus appelé rhabdomyolyse, la créatinine se répand en grande quantité dans le sang, et le sang conservé sur le linceul en témoigne. Il ne s'agit pas de symbolisme. C'est la signature biochimique de l'agonie. L'homme enveloppé dans ce linceul a été battu jusqu'à un état physique déjà incompatible avec la vie avant même le début de la crucifixion. Des preuves de plus d'une centaine de coups, compatibles avec la flagellation romaine à l'aide de flegme, de fouets de cuir lestées de plomb. Et maintenant ceci, car ce détail continue de perturber les chercheurs. Le sang est resté rouge, ce qui est impossible pour du sang ancien. Normalement, le sang ancien fonce et devient brun ou noir en quelques semaines. Or, l'analyse scientifique a révélé des taux anormalement élevés de bilirubine, une substance libérée par le foie lors d'un stress extrême et d'un traumatisme grave. La bilirubine préserve la couleur rouge du sang pendant des siècles. Le sang d'un homme torturé reste rouge, non par mysticisme, mais par biochimie, sous une tension insoutenable. Un peintre peut imiter l'apparence d'une blessure. Aucune manipulation humaine ne peut reproduire la signature biochimique d'un traumatisme extrême, d'une défaillance d'organes et d'un choc hypovolémique. Chaque molécule pointait vers le même lieu et le même événement. Mais qu'en est-il du test censé prouver que tout cela était une supercherie? Le test erroné? En 1988, 3 laboratoires prestigieux, Oxford, Zurich et Arizona, ont daté le tissu au carbone 14 entre 1260 et 1390 après G.C. médiéval, faux, affaire classée. Le monde a accepté le verdict. Même l'Église catholique a pris ses distances, qualifiant le suaire d'icône plutôt que de véritable relique. Mais attention, la science est en constante évolution. 30 ans plus tard, les chercheurs ont découvert l'erreur fatale. Le problème ne résidait pas dans la technologie, mais dans l'endroit où l'échantillon avait été prélevé. En 1988, un minuscule morceau de tissu, pas plus grand qu'un timbre-poste, avait été découpé au bord même du suaire. Ce coin avait été manipulé d'innombrables fois, absorbant sueur, sébum, cire de bougie et bactéries. Le chimiste Raymond Rogers, du Laboratoire national de Los Alamos, y fit une découverte stupéfiante. Ce coin avait été réparé avec soin au Moyen Âge. Les pauvres sœurs Claire ont renforcé le bord abîmé en tissant de nouveaux fils de coton dans le tissu d'origine, teint à la lizarine et scellé à la gomme arabique pour imiter le lin ancien. Le plus étonnant, c'est que le corps principal du suaire ne contient absolument pas de coton. Elle est entièrement faite de lin. Les laboratoires n'ont pas daté le suaire, mais la pièce de tissu. À présent, intéressez-vous à la suite. En 2022, le physicien Liberato Di Caro, de l'Institut de cristallographie de Bari, a introduit une approche radicalement différente. La diffusion des rayons X aux grands angles, EAX. Au lieu d'analyser les contaminants, cette méthode examine le vieillissement de la cellulose du lin elle-même, à l'échelle atomique. Avec le temps, le lin se dégrade naturellement. Les chaînes polymères de cellulose se décomposent lentement sous l'effet des radiations, de l'humidité et des variations de température. Ce processus agit comme une horloge interne pour le matériau. Di Caro a comparé des échantillons du suaire avec des tissus d'âge connus, allant des bandelettes de momies égyptiennes datant de 3000 avant Jésus-Christ aux textiles médiévaux. Dès que la courbe de vieillissement est apparue sur son écran, Di Caro a immédiatement appelé ses collègues. Ses disciples le décrivent comme ayant le visage rayonnant et les vêtements d'une blancheur éclatante. La structure moléculaire du suaire ne correspondait en rien aux tissus médiévaux. Il était bien plus ancien.
Elle correspondait à celle du lin retrouvé dans la forteresse de Masada en Israël, datée entre 55 et 74 après G.C., soit l'époque du Christ. En 1988, la science a rejeté ce miracle. En 2022, elle l'a remis au goût du jour. Mais un mystère demeure plus profond que tous les autres, et la physique moderne est incapable de l'expliquer. L'image impossible. Ni couche de pinceau, ni pigment, ni encre, rien. L'image n'existe que sur les 200 nanomètres les plus externes des fibres, des centaines de fois plus fines qu'un cheveu humain. Il s'agit d'une transformation chimique due à l'oxydation et à la déshydratation, une sorte de brûlure laissée par une source d'énergie inconnue. Les scientifiques de l'ENEA, l'Agence nationale italienne de l'énergie, ont tout tenté pour la reproduire. Acide, chaleur, rayonnement gamma, rien n'y fit. Seule une brève et intense impulsion de rayonnement ultraviolet sous vide parvint à ses fins. Une technologie qui n'existait pas dans le monde antique. Pour imprimer cette image sur près de 4 mètres carrés de tissu, le corps aurait dû libérer une décharge d'énergie d'une durée inférieure à 1 milliardième de seconde, suffisamment puissante pour marquer l'étoffe, mais suffisamment précise pour ne pas la brûler. Imaginez un peu. Et ce n'est pas tout. C'est encore plus impossible. En 1976, une analyse de la NASA a révélé que l'image contenait des informations tridimensionnelles d'une précision parfaite. L'intensité de l'empreinte correspond exactement à la distance entre le corps et le tissu, et non approximativement. Exactement. Aucun artiste, ancien ou moderne, n'a jamais réussi à reproduire cela. Mais voici le détail qui interpelle même les plus sceptiques. Une analyse numérique a identifié des formes au-dessus des yeux, compatibles avec des pièces de monnaie et correspondant à de rares leptines frappées sous Ponce Pilate vers 29 après Jésus-Christ. Ces pièces n'ont circulé que brièvement et dans une région bien précise. Il est quasiment impossible qu'un faussaire médiéval ait pu connaître ou reproduire ce détail. Et ce n'est pas tout. Les clous transpercent les poignets et non les paumes. Exactement comme le prédit la médecine légale en cas de crucifixion. Toutes les peintures médiévales se trompent sur ce point. Absolument tous. Les artistes représentaient les ongles à travers les paumes car c'est ce qu'ils supposaient. Mais le suaire montre la position anatomiquement correcte. On peut même observer les réactions nerveuses, notamment la rétraction des pouces causée par la compression du nerf médian par l'ongle. Un détail qu'aucun artiste médiéval n'aurait pu connaître. Couche après couche, biologie, chimie, physique, géologie, numismatique. Tout converge vers une seule ville et une période précise, Jérusalem. Entre 30 et 33 après Jésus-Christ, voici ce qui est incontestable. Un faussaire du Moyen Âge aurait dû falsifier un négatif photographique des siècles avant l'invention de la photographie, y incorporer du pollen de plantes poussant uniquement entre Jérusalem et Jéricho, fabriquer du sang contenant des biomarqueurs de traumatismes inconnus pendant 600 ans, reproduire un codage tridimensionnel qu'aucun laboratoire moderne ne peut reproduire et collecter de l'ADN en Chine, en Inde, en Afrique et au Moyen-Orient, le tout dans une abbaye française, avec une bougie et un pinceau. Le suaire de Turin n'est pas une peinture. C'est un document médico-légal témoignant de l'existence d'un être humain, une archive biologique, un témoin silencieux d'un moment qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Le code ADN secret inscrit dans ses fibres retrace un parcours de 2 ans qu'aucun faussaire n'aurait pu retranscrire. Alors, croyez-vous que la science expliquera un jour ce qui s'est passé à l'intérieur de ce tombeau? Ou certains événements sont-ils tout simplement inaccessibles à tous les instruments que nous pourrons jamais concevoir? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si cela a changé votre perception du suaire, abonnez-vous. Car ce que nous allons découvrir ensuite est encore plus difficile à expliquer.